Donc le titre est en français et très long en effet, c'est Étude d'équations de type Hamilton-Jacobi intervenant dans les modèles de contrôle optimal stochastique de market making, analyse asymptotique et approximation spectrale. Le reste est en anglais. Donc c'est un problème de mathématiques financières, mais contrairement à beaucoup de problèmes de mathématiques, enfin, qui est assez orthogonal à beaucoup de problèmes de mathématiques financières. Ce n'est pas un problème de pricing, ce n'est pas un problème de réplication ou de surréplication, ce n'est pas un problème de choix de portefeuille, c'est en fait un problème qui n'est pas vraiment un problème de maths financière, c'est plus un problème d'optimisation et qui est pertinent dans pas mal de marchés, qui est ce qu'on appelle le problème du market making. Alors je vais vous expliquer ce que c'est rapidement. Grosso modo, un market maker, c'est quelqu'un qui fournit des prix pour acheter et pour vendre un produit. Pensez à l'agent de change qui est au coin de la rue. Quand vous avez des dollars à vendre ou à acheter, il a un prix d'achat et un prix de vente pour les dollars. Donc c'est le problème de savoir quel prix proposer pour acheter un bien et vendre le même bien en empochant la différence, sachant qu'il y a des risques que le prix bouge entre deux. Aujourd'hui, donc ça c'est un boulot qui est fait par la plupart des grandes banques, et aujourd'hui, ils remplacent les gens qui faisaient ça par des algorithmes, et on va voir un modèle mathématique qui est à la base d'algorithmes qui sont utilisés. Et on va vraiment tout développer du triptyque des maths appliquées, quoi, la modélisation, l'analyse, et puis la simulation numérique ou les approximations numériques derrière. Alors, du point de vue de la littérature, ce dont je vais parler s'inspire de 3 papiers donc qui sont marqués là, plus d'un bouquin que j'ai écrit récemment, voilà, c'est pour l'autopromotion. Et puis, du point de vue de la littérature académique, alors il y a deux groupes de littérature. Il y a une vieille littérature des économistes sur le sujet, et puis, depuis, disons, le milieu des années 2000, il y a un regain d'intérêt pour ce sujet dans la sphère mathématique. Il y a une vingtaine de papiers à peu près. Et le papier, disons, fondateur, c'est le papier de Avellaneda et Stoïkov qui était un élève d'Avellaneda, sauf erreur de ma part. Il y a beaucoup de papiers de Carta et Gemungal, c'est un type de... Il était à UCL, il est un peu partout et nulle part aussi, mais il était à UCL et maintenant il est à Cambridge. Et Gemungal, je pense qu'il dirige le département de maths financière de Toronto. Et puis Huyen Pham et Guilbeault, qui était un de ses thésards. Donc, mais il y a à peu près une vingtaine de papiers sur le sujet. Et ce que je vais vous montrer, c'est un peu une réconciliation entre tous ces papiers en partant du cadre de Avellaneda et Stoïkov. Et je vais vous expliquer exactement le problème en vous présentant le cadre de modélisation d'Avellaneda et Stoïkov. Alors, je prends une craie. On va considérer qu'il y a un prix de référence qui va être diffusé de manière brownienne. Okay. Et puis, moi, mon market maker, va pouvoir proposer des prix d'achat et de vente en référence à ce prix. Donc, il va proposer d'acheter à ce prix-là et de vendre à ce prix-là. Et donc, lui, il choisit, en fait, sa marge de manœuvre, c'est de choisir la différence, okay, dans ce sens-là, entre le prix auquel il achète et le prix auquel il vend. Donc ça, c'est cette équation-là. Et puis, la probabilité que quelqu'un vienne lui acheter à ce prix-là ou que quelqu'un vienne lui vendre à ce prix-là, lui, il achète à ce prix-là, vienne lui vendre à ce prix-là, et la probabilité que quelqu'un vienne lui acheter à celui-là, elle dépend de la distance à laquelle il a mis ses prix. Et ça va être modélisé par des processus ponctuels. Et la quantité que l'agent va avoir va être modélisée par une dynamique. On suppose qu'à chaque fois qu'il y a une transaction, il y a delta unités, pensez delta égale 1 pour simplifier, mais il y a delta unités qui sont transactées, pas très français, mais et puis, donc à chaque fois qu'il y a un saut de ce processus-là, ça veut dire qu'il y a eu un achat ici, okay, donc j'ai delta unités en plus, et à chaque fois qu'il y a eu un saut du processus qui est associé à ça, il y a eu une vente, donc moins delta. Et les processus ponctuels NB et NA vont dépendre, je garde ça au tableau, vont avoir une intensité qui va dépendre de ma distance, ça c'est NB, et NA. Donc plus je suis loin, donc lambda va être décroissant, plus je suis loin, plus la probabilité qu'il y ait une exécution est faible. Puis il y a une petite contrainte ici, qui est pour introduire de la compacité après sur le plan mathématique, qui est que quand j'ai déjà beaucoup acheté, c'est-à-dire quand la quantité que j'ai
est égal à Q, je vais arrêter de proposer d'en acheter. Et puis réciproquement, quand j'en ai déjà beaucoup vendu, on peut vendre à découvert, hein, on peut avoir une quantité négative pour Q. À chaque fois que si j'en ai vendu trop, donc si j'arrive à moins Q, j'arrête de proposer d'en vendre. D'accord? Donc c'est assez naturel. Et la dernière variable, c'est X. On a regardé ici ce qui passait, les quantités que j'achetais et que je vendais. Il y a des transactions liées à ça avec du cash. Ce cash, ça s'appelle X. Et à chaque fois qu'il y a un achat, donc à chaque fois que moi j'achète, je vais dépenser de l'argent. Je dépense quoi? Delta unité fois le prix. Et puis ça correspond au saut qui vaut 1 s'il y a eu une transaction. Et puis ici, c'est à chaque fois que je vends, je récupère delta fois STA. D'accord? Donc ça, c'est le cadre du problème. Il y a une variable de temps plus 3 variables d'état, le cash X, l'inventaire Q et le prix S. D'accord? C'est assez simple, mais du point de vue des processus, il y a un processus diffusif qui est S, 2 processus ponctuels qui vont dire si j'ai été exécuté en fonction de là où je me suis mis, et maintenant il va falloir écrire quel est le problème qu'on veut résoudre. Le problème qu'on veut résoudre, ouais. Ouais. Le delta est fixe, il y a toujours une quantité qui est Ouais. du temps, ça pourrait être un processus indépendant de tout le reste. Ça, c'est constant, et c'est important. Et l'autre chose, c'est de dire que le prix moyen, parce que là, on est vraiment en train de parler de prix instantané, il n'est pas vraiment défini, puisque ce qu'on observe, on va dire, c'est la demi-somme de... Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de prix instantané. Non. Donc, c'est quoi? C'est la demi-somme de... Alors, le S de référence ici, ouais. Ça dépend des marchés, pour être concret. Si on est sur un marché où il y a des carnets d'ordre, ça va être le prix, le mid price, la moyenne entre le bid et l'ask. Mais il y a des marchés où il n'y a même pas de prix comme ça, donc ça va être le prix indiqué sur un écran, qui est un peu le prix de référence du moment. Et ensuite, quand on prend des prix entre guillemets instantanés comme ça, la modélisation brownienne est quand même un peu douteuse. Un peu douteuse, oui. Je suis d'accord. Mais on peut mettre des processus avec juste discret à saut là-dessus. Et pour l'un des deux modèles, ça ne change rien à partir du moment où le truc reste une martingale. Donc, quel est le problème auquel fait face l'agent? Le market maker, il doit dire est-ce que je me mets près ou est-ce que je me mets loin? Ça, c'est un problème statique. Donc, si je me mets près, je vais avoir beaucoup de deals, mais je vais gagner à chaque fois peu d'argent. Si je me mets loin, je vais avoir peu de deals, mais à chaque fois, je vais gagner, entre guillemets, beaucoup d'argent. Et puis, ce n'est pas tout, parce qu'il y a un problème dynamique. C'est si... Alors, je vais redessiner mon petit graphique ici. Si j'ai acheté à ce prix-là, mais si tout d'un coup, le processus S diffuse et qui se met à être ici, peut-être qu'ici, il y aura plus grand monde pour m'acheter. Et donc, du coup, je vais être embêté, je vais perdre de l'argent. Donc, la question, elle est aussi dynamique. Je vais essayer de bouger mes prix qu'on appelle au bid et à l'ask, les prix auxquels j'achète et le prix auquel je vends, pour éviter un risque qui est en fait le risque que le prix bouge sans que j'ai trouvé le moyen de liquider la position que j'avais. D'accord? Donc, il y a un risque statique et un risque dynamique. Donc, voilà, ça, c'est... si le marché bouge et pas dans le bon sens. Le critère d'optimisation qu'on va regarder. Alors, on peut regarder un critère naïf, mais ce n'est pas celui-là qu'on va prendre. Le critère naïf, en tout cas, c'est pour donner la quantité d'intérêt. La quantité d'intérêt, c'est à un instant grand T, on fixe un instant grand T, et on regarde la quantité de cash que j'ai à l'instant grand T, plus la quantité d'actifs que j'ai fois ce prix de référence. Ce problème-là, il ne va pas amener le market maker à acheter plein de choses ou à vendre plein de choses. Il va l'amener à faire acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Donc en général, on empoche de l'argent et le Q grand T, il est petit, et minerai verte autour de 0. Ça, c'est pas génial parce que ça ne tient pas du tout compte du risque. On est en train de maximiser une espérance. Il y a deux manières d'aborder le sujet. Il y a une manière qui est plus proche des économistes et une manière qui est plus proche des matheux. C'est ce que je vais appeler modèle A et modèle B. En fait, dans la littérature, il y a des gens qui utilisent le modèle A, il y a des gens qui utilisent des modèles comme le modèle B. Je vais montrer qu'en fait, il n'y a pas une différence fondamentale entre les deux. Le modèle A, c'est quoi? C'est plutôt que de prendre une espérance de ce truc-là,
on prend une espérance de l'utilité de ce truc-là. Donc c'est une fonction concave, moins exponentielle de moins gamma. C'est une fonction classique qu'on utilise, ça s'appelle les fonctions Cara. Et on peut maximiser ce truc là, et la seule contrainte qu'on met sur delta, c'est qu'il faut que ce soit des processus prévisibles qui sont bornés par en bas. Enfin, il n'y a quasiment pas de contrainte. Ça, c'est le modèle A. Puis le modèle B, qui est plus un truc de matheux, avec une pénalisation, c'est de dire, je vais maximiser ce critère-là, mais je vais pénaliser parce que je n'ai pas envie d'avoir trop d'inventaire, parce que c'est lié à mon risque. Plus j'ai d'inventaire, si j'en ai acheté 3 ou 4 unités, et que le prix bouge, je vais être en risque sur 3 ou 4 unités. Donc en fait, je n'ai pas envie d'être en risque sur trop d'unités. Résultat, je vais pénaliser avec un truc L2 la quantité que j'ai. D'accord ? Et c'est un running cost. Donc deux manières de voir les choses, une manière plus économiste, une manière plus matheuse, mais en tout cas, c'est ça le problème qu'on veut résoudre. Alors, problème d'optimisation, contrôle optimal stochastique, il faut écrire les équations d'Hamilton, Jacobi, Bellman. Alors, le gamma, là, c'est pas un vrai paramètre, parce qu'il a une homogénéité en 1 sur dollar. Le gamma ici, alors, Q, c'est une quantité, sigma, c'est... gamma, il est en $-1, en inverse de dollar, et c'est la version au risque qu'on appelle absolue. Qui est en fait, c'est ça. Voilà. Et ici, j'ai pris le même gamma et c'est à dessein. Voilà. Hamilton, Jacobi, Bellman. Donc, je vous ai dit, il y a 4 variables. Il y a le temps, donc il y a le temps. Il y a le processus de prix qui diffuse, donc il y a ce terme-là. Et puis ensuite, il y a les deux processus à saut. À chaque fois que ça saute de ce côté-là, j'ai acheté, donc j'ai delta unité en plus. Et puis, pour acheter, j'ai dépensé de l'argent, j'ai dépensé ça. D'accord ? À chaque fois que je vends, j'ai delta unité en moins, et puis, je récupère de l'argent, donc j'ai ça en plus. La condition terminale, c'est celle de la fonction d'utilité. Voilà. On a ça. Alors, quand on voit ça, on se dit, bon, Hamilton-Jacobi, 4 variables, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un peu compliqué. En fait, il y a un changement de variable qui va fonctionner bien, et qui est assez habituel dans ce genre de problème. L'idée, c'est de factoriser x plus qs, qui correspond à la condition terminale, et puis de mettre une fonction θ qui dépend que de t et de q. Alors, dans l'article initial de Havel et ils avaient mis du t, du q et du s, mais en fait, il n'y a pas besoin du s, et du coup, on va voir qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'ils ont fait. Et quand on met je vais mettre de l'autre côté, quand on fait ce changement de variable, cet ansatz, on voit que l'ansatz fonctionne bien, c'est-à-dire que l'équation s'écrit bien et qu'il n'y a plus de s ni de x dedans, mais elle a une sale tête. Mais en revanche, elle peut s'écrire, si on regarde un peu ce qui se passe, ça peut se réécrire avec ces fonctionnels-là. Donc, c'est une transformée qui va intervenir partout dans mon problème. Je pars de lambda, qui est mon intensité, et je vais la transformer en un truc qui est une fonction de P qui associe le sup, je vais mettre là, le sup sur xi de lambda, le sup sur delta plutôt, sur xi de 1 moins exponentielle de moins xi delta moins p. Bon, mal écrit, mais voilà. Donc, c'est une transformée de lambda. Ce n'est pas une transformée de Legendre, c'est un truc bizarre. Et on ne peut même pas faire un changement de variable pour le mettre en transformée de Legendre. D'ailleurs, H n'est pas nécessairement convexe. C'est un truc bizarre qui apparaît dans ce problème. Et du coup, le problème, ensuite, il s'écrit juste une dérivée en temps. Il n'y a plus de dérivée en quoi que ce soit, puisqu'il n'y a plus qu'une variable qui est discrète, qui est Q. Et puis, on obtient une équation qui a une bonne tête classique d'équation de Hamilton-Jacobi, mais continue en temps, discrète en espace, avec cette fonction H qu'il faudra étudier après. Ça, c'est pour le modèle A. D'accord ? Mais en tout cas, on a déjà une réduction drastique du problème. On est en dimension 4, le temps plus 3 variables d'état. On est avec juste le temps et une variable d'état. Et en plus, comme il n'y a que ça qui est discret, on peut regarder ça comme une grosse équation de Hamilton-Jacobi, mais on peut aussi dire, en fait, c'est un bête système de DO. D'accord ? Donc, c'est assez cool. Pour le modèle B, pardon, l'équation d'Hamilton-Jacobi est à peu près la même. Il y a juste un terme en plus de running cost, avec une condition terminale qui est linéaire en x plus qs. Et puis, on peut faire un autre ansatz, qui est celui-là, qui va aussi fonctionner, et on va obtenir une équation sur θ, et cette équation sur θ, elle peut s'écrire de la même manière, sauf que le h qu'on avait mis ici, c'est le même, sauf que le xi qui est là dans mes équations au tableau, quand on le fait tendre vers 0 formellement à l'intérieur du sup,
ça donne ce H0-là. Donc en fait, c'est fondamentalement le même problème. C'est fondamentalement le même problème, et en tout cas, c'est la même famille d'équations qu'on a à résoudre à la fin. OK. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'alors? On a fait des choses extrêmement formelles, en fait. J'ai donné aucune hypothèse sur rien, j'ai fait des calculs, quoi. Mais on a, pour les deux problèmes qui sont dans des littératures qui se concurrencent un peu, montré qu'en fait, c'était à peu près les mêmes équations auxquelles on aboutissait. On a abouti à un système d'équations différentielles non linéaires. Et puis surtout, le problème qui était à la base en dimension 4, donc un peu compliqué à résoudre si on s'y prend brute force numériquement, là on est sur un système de DO, c'est gentil, il n'y a absolument aucun problème. Donc c'est ça qu'on veut résoudre, ce gros système-là. Ici, il y a le gamma qui est lié à mon aversion au risque. Si je mets le xi ici, qui est une variable que j'ai introduite, si je le mets égal à gamma, c'est le modèle A. Si je le mets égal à 0, c'est le modèle B. Et c'est donc cette transformée là, donc ça c'est H de P. H de P, je vais le réécrire, H xi de P, c'est le sup sur delta de delta sur xi. Je vais l'écrire proprement. Voilà. Et donc quand xi tend vers 0, enfin, quand xi égale 0, on fait tendre vers 0, on fait un développement limité, on prend la limite. Voilà, donc on veut résoudre ça. Bon. Pour l'instant, ce que je vous ai dit, j'ai fait que des choses formelles. J'ai juste fait des calculs. Donc, il va falloir mettre des hypothèses sur les fonctions lambda pour que ça fonctionne. Regarder un peu quelles sont les propriétés de ces fonctions h là. Voir si, enfin, il y a existence et unicité de la solution θ, on va voir ça. Après, il faudra remonter au problème de contrôle. Donc, montrer qu'il y a bien une solution au problème de contrôle stochastique. J'aurai des solutions régulières, donc ce sera juste un argument bête de vérification. Puis après, on va regarder des cas particuliers et aller sur des trucs asymptotiques assez surprenants. Pas surprenant sur le fait qu'il y ait des résultats asymptotiques, mais sur le fait d'aller jusqu'où on arrive, c'est assez surprenant. Donc, du point de vue de l'analyse mathématique, je vais faire des hypothèses techniques et des hypothèses complètement naturelles. La première hypothèse, la numéro 2, est complètement naturelle, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure. C'est le lambda est décroissant. Du point de vue de la modélisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus je suis loin, plus ma probabilité d'être exécuté est faible. Bon, je dis juste que c'est décroissant, je mets un truc un peu absolu, mais il n'y a rien ici. Le fait que ce soit C2, ça c'est une hypothèse technique pour ne pas m'embêter, mais elle n'est pas ultra nécessaire, je pense, dans ce problème. Le fait que la limite quand delta tende vers l'infini de ça soit égale à 0, ça veut dire si un truc, le marché dit que c'est 100 et moi je propose de l'acheter à 0, évidemment, il n'y aura personne pour me l'acheter, donc ça décroît vers 0, ça c'est une hypothèse complètement naturelle. Puis il y a une autre hypothèse ici, qui est lambda seconde, qui doit être inférieure à 2 lambda prime carré. Il y a un petit peu de place, on peut la généraliser, on peut aller un peu plus loin, mais grosso modo, cette hypothèse-là, lambda seconde inférieure à 2 lambda prime, c'est une hypothèse qui est liée au fait que la fonction lambda delta est un max. Okay, et ça, en fait, c'est assez naturel d'imposer ça, parce que delta, c'est ce que j'empoche, entre guillemets, hein, et puis lambda, c'est lié à la probabilité d'être exécuté. Donc, c'est un peu la quantité moyenne que je vais avoir si je mets un delta fixe. Donc, c'est assez naturel d'exiger que ça ait un max, et c'est ça l'hypothèse, ça revient à cette hypothèse-là. Donc, il y a juste des petites hypothèses techniques ici, et on peut les alléger un petit peu, mais fondamentalement, ça n'apporte rien au problème. Un exemple, qui est un exemple donné dans Avellaneda et Stoïkov, mais c'est de prendre une exponentielle. Mais Avellaneda et Stoïkov, ils n'ont pas du tout vu les fonctions h, ils ont résolu le truc à 3 variables plutôt qu'à 2, ils n'ont pas vu le changement de variable. Donc ça vérifie complètement ça, parce que ça fait 1 inférieur à 2. Quoi. Jusque-là, tout va bien. Donc, intensité exponentielle. Sur la fonction h, sous ces hypothèses-là, h va être une fonction qui va être décroissante et qui va être C2. Et puis, dans la définition du h qui est là-bas au tableau, le sup, il va être atteint. Et alors, là, le sup, c'est pas h' comme dans une équation comme dans une transformée de Legendre, mais on peut l'écrire, c'est l'inverse de lambda fois un truc qui dépend de h et de h'. D'accord ? Donc, le delta qui maximise ce qui est là-bas au tableau,
Et on peut l'obtenir en fonction de lambda et de h, comme ça. Et puis cette fonction lambda, elle est croissante. Une fois qu'on a étudié ça, on arrive à résoudre complètement le problème. Pourquoi? En fait, on regarde ce truc-là, on le regarde de deux manières différentes, ce que je vous disais tout à l'heure. On le regarde comme une EDO, enfin comme un système d'EDO. Dans ces cas-là, on a l'existence locale. Il y a peut-être là, je fais peut-être des trucs... il y a peut-être d'autres manières de voir le truc, hein, mais c'est juste comme un système d'EDO, donc je vais avoir une existence en temps court, Cauchy-Lipschitz lambda, quoi. Et puis, ce qu'on voit, c'est comme ça c'est positif et ça c'est positif, la toute primitive de ça va être décroissante, donc ça, c'est une fonction qui est décroissante. Donc en fait, le seul risque, c'est qu'il y ait un blow-up dans ce sens-là, quoi. Si je suis en grand T, le seul risque, c'est que ça explose avant d'atteindre le temps zéro, que ça explose en temps fini backward. Mais en fait, ça c'est impossible parce que comme h est décroissant, on a facilement un principe du maximum là-dessus, c'est monotone. Et du coup, on arrive à borner par 2h0 fois t moins t, il n'y a aucun problème pour borner ça. Donc on a existence, unicité, sans aucun problème de ce truc-là, et après on remonte, on réinjecte ça dans les ansatz, et on a que le u qu'on obtient est bien la fonction valeur, et ce qui nous intéresse pour notre problème, c'est de connaître les valeurs en permanence de delta auxquelles on doit mettre le prix au bid et le prix à l'asque, le prix d'achat et le prix de vente. Et ça va être décrit, c'est le résumé de tout ce qu'on a fait. Ça va être le prix au bid à l'instant t, il va dépendre de la fonction θ qu'on a calculée à l'état aujourd'hui, moins ce qui se passera à l'état suivant quand j'aurai acheté. Et ça, on applique ce truc-là, enfin, on applique la fonction, celle-là, à cette quantité-là. Et cette fonction, ça dépend de lambda, de h et de h'. Donc on a complètement résolu le problème, sous réserve de savoir, donc lambda, on peut l'estimer sur des données, et puis h, il faut calculer cette transformée un peu bizarre de lambda qui intervient dans le problème. D'accord? Donc les deux problèmes sont résolus, et quelque part, on peut s'arrêter là. On peut dire, c'est bon, on a résolu le problème, il n'y a rien de plus à regarder. En fait, il y a des choses assez intéressantes à regarder. Et ouais. Juste une question. Donc, à cause des fonctions indicatrices et du fait qu'on démarre avec une condition initiale nulle, il ne se passe rien après Q. Comment, dans la dynamique, on n'a pas dit que Qt restait un petit peu, on peut donc sauter à l'extérieur? Non, on ne peut pas. On ne peut pas parce que... Dans ce que tu as écrit, en fait, dans l'intensité, je vais revenir avant pour te montrer. Oui, dans l'intensité, il y a des fonctions indicatrices, c'est ça? Dans l'intensité, je mets la fonction indicatrice. Alors, il y a deux raisons à ça. Il y a une raison qui est en vrai, il y en a une. Quand on discute avec les gens qui font ça, il y a un moment où ils s'arrêtent. Donc moi, ça m'arrange. Après, réellement, si on va plus loin, donc on regarde un truc qui n'est pas compact, un truc où il y a un système avec une infinité de trucs, c'est pas tant la résolution du problème mathématique qui est aucun problème. En revanche, il y a un seul souci, c'est que je suis incapable, et j'avais montré ça à Jacode, et il m'a dit, je ne sais pas faire. On est incapable de regarder, on n'est pas capable de montrer en fait que le processus Q, il existe bien, ça qu'il existe, oui, c'est un processus ASO, mais on n'est pas capable de montrer qu'il a bien une transformée de Laplace, par exemple. C'est des trucs un peu bizarres comme ça, où ça s'enfuit et on n'arrive pas à contrôler comment ça s'enfuit à l'optimum. Pour définir l'ensemble des deltas admissibles, il y a une merdouille, quoi. Mais en fait, c'est des problèmes infinis, j'ai l'impression, et qui n'ont aucun intérêt sur le plan de la modélisation pour les trucs pratiques. Mais ouais, je bloque en Q pour ne pas avoir de problème. J'ai de la capacité comme ça. Voilà, hop, j'en étais où? Alors, ce qu'on voit, et ça aussi, quand on discute avec les gens qui font ça, ils ne raisonnent pas par rapport au temps. Ici, je vous ai mis un temps final. Alors, l'autre truc dans la question, on peut mettre n'importe quoi autre que 0. Ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Et d'ailleurs, parfois, en pratique, on met une pénalisation convexe à la fin. Mais ça ne joue pas. Et en plus, ça ne joue pas du tout dans le problème, parce que ce qui va intéresser les gens, c'est ce qui se passe en temps long, c'est-à-dire quand je regarde les choses en 0, avec grand T qui tend vers l'infini. Qu'est-ce qui se passe en temps long là-dessus? Et là, on va voir qu'on a des résultats assez rigolos. Pour ça, et ça, c'est le premier cas qu'on avait regardé avec l'EHAL, on a regardé le cas des intensités exponentielles. Et je vais le revoir au travers du prisme des fonctions h
là-bas, des transformés h des fonctions lambda. Donc si je prends une fonction lambda et que je prends les mêmes et qu'elle vaut a exponentielle moins k delta, bah, ma transformée h, là, qui est mon truc un peu bizarre là-bas, il est aussi exponentiel, alors exponentielle moins k, pareil, et il y a juste une constante devant qui, dans le modèle A, a cette tête-là, et dans le modèle B, c'est juste l'inverse de E. Bon, pourquoi pas. Et le delta, la fonction delta tout à l'heure, c'est une fonction, j'ai dit qu'elle était croissante, mais là, elle est affine, et elle a cette tête-là. Donc on peut, dans ces cas-là, trouver explicitement la fonction h, donc c'est sympa, mais il y a un truc encore mieux, c'est qu'une fois qu'on réinjecte la fonction h dans le système, donc souvenez-vous, on a un système de DO, où on a en tout cas cette équation-là, on a ici le h de θ q plus delta moins θ q, et bien là, je ne sais pas si vous le voyez, mais on peut faire un changement de variable qui est celui-là, et ça rend le truc complètement linéaire. Et une fois qu'on a ce truc linéaire ici, ben là on a, disons, tout le pouvoir avec une théorie spectrale gentille, prépa plus qui va s'appliquer, et on est tranquille. Donc on a une équation, elle est backward en temps toujours, hein, avec une condition finale égale à 1, et puis on a un terme ici qui est juste un terme alpha x2 v, quoi, donc gentil, diagonale. Et puis on a ici un truc qui, si on lui retire moins 2v, c'est un Laplacien discret avec des conditions de Dirichlet, si on regarde les choses comme en analyse classique. Donc on est vraiment bordé, il n'y a absolument aucun problème. Et si je regarde mon problème, ben mon problème il se réécrit les delta optimum. Les delta optimum, ils se réécrivent avec une constante, plus, vu qu'on est passé à une exponentielle, il y a un log qui est apparu, avec v, donc la fonction qui vérifie le DO, enfin le système de DO linéaire, v à l'état actuel divisé par v à l'état futur. Bon. Ça après, c'est du calcul, c'est pas très intéressant. Là, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe sur v. Et v, donc je vous ai dit v, ça vérifie un truc du genre v', je vais l'écrire comme d'habitude, plus ou moins, je ne sais plus. C'est plus, logique, non, c'est moins. Moins, donc il y a, on va dire, moins 2 V, moins, on est moins, delta. D'accord, moralement c'est ça, hein, l'équation, sauf que là c'est en discret, mais moralement c'est ça. Et donc on peut regarder le comportement asymptotique de V. Pour ça, ouais. Ouais, c'est le Laplacien discret, c'est pas le delta du truc. Non, non, c'est le Laplacien. C'est le Laplacien discret avec condition de Dirichlet, en fait. Et donc on peut regarder ce qui se passe en temps long. Ça veut dire quoi temps long? Ça veut dire en zéro quand le temps final est long, vu que je suis en backward. C'est pas très pratique, mais voilà. Et on a que la plus petite valeur propre de l'opérateur est simple, et que les vecteurs propres associés ont toutes leurs composantes de même signe, c'est le truc classique. Et puis, bah, du coup, on peut regarder le comportement asymptotique de ça, et si j'appelle f0 un vecteur propre associé à cette valeur propre de l'opérateur là-bas en discret, eh bien, je vais avoir que le comportement, enfin la valeur asymptotique de ça, delta, qui donc dépend plus de t, bah, vérifie, c'est une constante plus un truc qui va dépendre des ratios entre les valeurs successives de ce vecteur propre. D'accord? C'est rigolo. C'est les coordonnées successives du vecteur propre. Et ce vecteur propre, je vais le caractériser par un quotient de Rayleigh. Donc c'est simplement le truc classique, enfin courant Fisher ou je ne sais pas comment ça s'appelle, on prend ça et on multiplie par V. Enfin, on regarde le minimum de ça, ça va être la valeur propre, et dans l'argmin, il y a les vecteurs propres normalisés. D'accord? Donc c'est un quotient de Rayleigh pour trouver f. Et là, je fais ça juste parce que c'est une idée un peu bizarre, qui est plutôt c'est une idée, quoi. Il n'y a pas des grandes maths derrière, où il n'y a pas vraiment de résultat. Mais c'est que ça, je vais remplacer les sommes par des intégrales. Pourquoi pas? Et puis je vais regarder ce que ça fait. Si je remplace les sommes par des intégrales, ici, j'ai un alpha x2 f carré, et puis là-bas, ça c'est comme un gradient, sauf qu'il y a un delta, donc je vais sortir delta carré, et puis là, les termes de bord, je m'en fous, je mets l'infini, et hop, ça me fait ça. Mais quand je veux résoudre ça, donc
pour répondre à Jean-Michel, le delta ici, ça redevient le delta de mon problème. Si je veux regarder l'argmin de ça, en fait, c'est un problème classique, et c'est une gaussienne. D'accord ? Et donc, du coup, j'obtiens une gaussienne pour l'argmin de ce truc-là. Résultat, je peux dire, c'est heuristique, hein, mais je dis simplement, j'ai une approximation, pourquoi pas, ou j'ai un truc discret qui est devenu continu, et je vais dire, puisque le vecteur propre, les vecteurs propres associés à la plus petite valeur propre de l'opérateur, qui est en fait celui qui est là-bas au tableau, ont cette tête-là, je vais dire, pourquoi pas approximer ça par ça. Et puis dans ces cas-là, mon problème, j'adore ces équations parce qu'elles tiennent juste sur une slide, et pas plus, c'est on a une formule qui est complètement explicite, et contrairement aux physiciens, les financiers sont drogués pour une raison que je n'ai jamais très bien compris, mais ils sont drogués aux fonctions explicites, donc ils adorent ça. Et on a une expression explicite pour la valeur asymptotique de ce truc-là, moyennant le fait d'avoir remplacé mes sommes par des intégrales, et donc on a un truc explicite. Voilà. Ça, ces formules-là, elles sont utilisées vraiment en vrai pour du market making et pour remplacer des bonhommes par des robots, en tout cas pour des petites tailles où les opérateurs ne prennent pas trop de risques. Mais c'est utilisé. Et comment ils calibrent ça après, c'est leur problème, mais en tout cas, c'est utilisé. Ça, c'était pour le modèle A parce qu'il y avait xi qui était égal à gamma, et puis quand xi est égal à 0, on a la même chose avec une exponentielle, le E, qui apparaît ici. Mais grosso modo, on peut tout faire. Je vais passer les slides suivantes, c'est juste, plutôt que de raisonner en delta A, B et delta A, les gens aiment bien raisonner en delta B plus delta A et en delta B moins delta A, ce qu'on appelle le spread et le skew. Mais grosso modo, je peux quand même venir là-dessus rapidement, ça dit des choses très naturelles. Ça dit quand même, Q, c'est la quantité que j'ai achetée, ou que j'ai en portefeuille en tout cas. Ça va dire quoi? Ça veut dire plus j'ai acheté, plus mon delta B va être grand. Ça veut dire plus j'ai acheté, plus je vais éviter d'acheter. Okay? Et le delta A ici va être décroissant en Q. Donc plus j'ai acheté, plus je vais rapprocher mon prix ici pour essayer d'en vendre. Donc c'est complètement naturel. Mon but, je n'ai pas de vue, j'ai envie d'acheter, vendre et d'encaisser la différence. Donc à chaque fois que j'ai acheté, je vais essayer de ne plus en acheter et de vendre ce que j'ai, et donc de bouger les choses comme ça. La seule chose intéressante dans ces approximations, c'est que donc c'est linéaire, enfin affine en Q, et que du coup, l'écart entre ça et ça va être constant, il ne dépend pas de Q. Mais ça, en vrai, ce n'est pas vrai, c'est juste pour les approximations qu'on a obtenues ici. Je passe ça. Le cas général maintenant, et ça c'est une idée assez heuristique encore, mais qui est rigolote, c'est de dire, bon, on n'est plus dans le cas exponentiel. Je vous ai montré tout à l'heure que, un peu comme les fonctions puissance jouent un rôle particulier dans les transformés de Legendre, donc quand on a transformé de Legendre d'un truc puissance, ça fait aussi un truc puissance avec la puissance qui va bien. Là, c'était la loi exponentielle, enfin la fonction exponentielle qui jouait un rôle dans ces transformés-là. Quand on partait d'une exponentielle moins k, on aboutissait à une exponentielle moins k. Okay? Qu'est-ce qui se passe au-delà de ça? Qu'est-ce qui se passe quand on est bloqué par le fait que h est pas, on ne le connaît pas, quoi. On va essayer de regarder la même chose, et pour ça, on s'inspire de ce qu'on a fait précédemment. Si vous vous souvenez du truc du V, le V, il satisfaisait quelque chose qui était moralement, l'opérateur là était un truc elliptique, donc, et en tout cas du second ordre. Donc clairement, ce qu'il ne faut pas faire, parce que quand on a ça, une idée qu'on peut avoir, c'est de dire, allez, je vais regarder delta tend vers 0. Si je fais delta tend vers 0, c'est ce qu'on veut, du Barnes-Ouganidis, ou enfin ce qu'on veut, ça va me mettre une dérivée première ici, une dérivée première là, et puis je n'aurai pas de dérivée seconde, donc c'est clairement pas ça qu'il faut faire. Ça correspond à la limite fluide du problème quand on fait tendre en fait les intensités vers l'infini. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est un peu différent, c'est la chose suivante. On va introduire ce qu'il faut faire. Une idée qui est intéressante pour obtenir des formules fermées qui généralisent les formules précédentes, c'est d'introduire un petit epsilon ici, d'accord, et de dire je vais faire un développement par rapport à epsilon, et puis après prendre epsilon égale 1, mais je vais regarder les termes qui sortent quand je fais ça. Il n'y a pas de maths derrière, c'est juste une idée, et ça va généraliser en fait le truc d'avant.
on fait le développement, donc on y va à l'ordre 2, boum boum, et on obtient ce terme-là, donc il y a un gradient carré et un Laplacien. Mais quand on a un gradient carré et un Laplacien, on sait qu'avec une exponentielle, ça va nous donner juste un Laplacien. Donc on fait le même changement de variable que tout à l'heure, avec le cas ici qui va être h seconde de 0 sur h'. La seule contrainte qu'on a ici, c'est qu'on veut que h seconde soit positif. Et ça, c'est tout le temps vrai quand xi égale 0, mais ce n'est pas tout le temps vrai quand xi est différent de 0, et il y a une condition sur lambda pour que ce soit vrai. Voilà. Il ne faut pas que le lambda il soit trop concave, grosso modo. Il y a un peu un truc comme ça. S'il est convexe, ça passe toujours, mais s'il y a un peu trop de concavité, ça ne marche pas. Et donc, quand on prend ce V, il résout une équation gentille, qui est exactement celle que j'ai indiquée tout à l'heure, donc avec un Laplacien, et puis un opérateur ici, qui est un opérateur avec un diagonale avec juste un x carré. On applique exactement ce qu'on a fait, on fait exactement la même chose, et on va trouver un argmin à cette fonction-là. On avance, et on a des fonctions qui sont quasi explicites. Elles ne peuvent pas être explicites puisque je n'ai pas explicité lambda. Mais au-delà du fait que je n'ai pas explicité lambda, elles sont explicites. C'est-à-dire que je vais avoir une fonction delta qui va être la même fonction que tout à l'heure, donc c'est l'inverse de lambda appliqué à un truc qui dépend de h et de h'. Et puis je vais appliquer cette fonction-là à une quantité qui va dépendre des valeurs des paramètres et de h seconde en 0. Et si on regarde ça, ça généralise, si on applique ça à l'exponentielle, ça généralise les formules qu'on a obtenues tout à l'heure dans le cas exponentiel. Voilà. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut étendre ça? Et pourquoi étendre ça? Il y a plusieurs extensions possibles. La première, c'est de dire, qui n'est pas ultra intéressante, mais c'est de dire, le prix, ce n'est pas juste une martingale, il y a un drift, il y a une dérive, et tout va se passer exactement de la même manière, simplement il faut faire attention, mais tout fonctionne pareil, y compris jusqu'aux formules explicites, tout fonctionne pareil. Le deuxième truc qui est assez marrant, c'est de regarder ce qu'on appelle la sélection adverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, quand vous êtes un market maker, vous n'avez pas trop d'idées sur est-ce que le prix va monter ou est-ce que le prix va descendre, mais les gens qui vont venir vous acheter ou vous vendre, eux, ils ont peut-être une idée. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que vous achetez, vous vous dites « oh là là, malheur », c'est que quelqu'un est en train de vendre parce qu'il pense que ça va baisser. Okay? Donc dans ces cas-là, vous dites « à chaque fois que moi j'en achète ou que j'en vends », donc j'en achète c'est Q positif, ou j'en vends c'est Q négatif, le prix va baisser de phi. D'accord? Ça fonctionne encore pareil, on peut aller jusqu'au bout et on peut faire tous les calculs. Donc tous les calculs, ça veut dire le passage de la dimension 4 à la dimension 2. Dans le cas exponentiel, le passage d'un truc non linéaire à un truc linéaire, et aussi jusqu'au bout, le passage heuristique d'un truc discret à un truc continu pour avoir des formules explicites. Et le dernier truc qu'on peut faire, et qui est super important en pratique, c'est de généraliser ça à plusieurs actifs. En vrai, ce que les gens font, c'est pas qu'ils sont market makers comme ça sur un actif, ils sont market makers potentiellement sur 20, 30, 40, 50 actifs, et ces actifs, ils ont de la corrélation entre eux. Donc si vous avez deux actifs qui sont, on va dire, quasiment identiques, avoir acheté l'un des actifs et avoir vendu l'autre actif, c'est pas si grave en termes de risque. Or, si vous regardez juste un modèle de market making par actif, vous ne tenez pas compte du tout de cette corrélation. Et donc là, la motivation, c'est ça, on va regarder des modèles à plusieurs actifs. Et on peut même, c'est un peu tordu, mais on peut même aller plus loin que ça et faire comme si un seul actif en était deux, c'est un peu schizophrène, mais de dire, il y a le même actif, cet actif-là, on peut le traiter parfois delta par delta, puis parfois delta 2 par delta 2, enfin delta sur 2 par delta sur 2, ou delta sur 4 par delta sur 4. Et donc du coup, parfois comme tous les ordres n'ont pas la même taille, ça permet d'avoir différentes tailles pour traiter, comme si c'était plusieurs actifs. Et ça fonctionne à peu près pareil. Donc la motivation principale, en fait, elle vient d'un marché qui est le marché des obligations, parce que quand une entreprise émet de la dette, elle émet des obligations, et elle peut en émettre aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Mais le risque
sous-jacent, ça reste un risque lié à cette entreprise. Donc tous ces titres de dette, toutes ces obligations sont complètement corrélées, et c'est la motivation qui a fait, c'est la motivation, la raison pour laquelle j'ai généralisé le truc à plusieurs actifs. Un autre exemple, c'est des indices de crédit qui sont très corrélés, qui s'appellent HY et IG, ça veut dire High Yield et Investment Grade. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Alors le cadre, dans ces cas-là, on le généralise. On dit il y a D actifs. Les D actifs, ils vont suivre une dynamique brownienne. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, c'est si je mets n'importe quoi de martingale dans le modèle B, de toute façon, le terme de Laplacien, il s'en va et tout marche pareil. C'est ça le truc. Et il va y avoir une covariance, une matrice de variance-covariance pour ces différents prix. Les quotes au bid et à l'ASC, il y en a une par actif, un au bid et un à l'ASC. L'inventaire, ça va fonctionner pareil. Et il va y avoir, c'est exactement la même chose multiplié par D. Il y a quand même une remarque, c'est que autant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les N et les W sont indépendants. Là, les N vont être indépendants des autres N, ça c'est très important, mais les W ne sont pas indépendants des autres W. Donc l'interaction entre les différents actifs, elle se fait uniquement au travers de la matrice de variance-covariance, c'est-à-dire au travers des browniens ici qui sont corrélés. Et le cash, à chaque fois qu'on achète, on dépense de l'argent, et à chaque fois qu'on vend, on récupère de l'argent. Donc tout fonctionne pareil, et tout va fonctionner pareil avec le modèle A et le modèle B. Simplement, le modèle A, c'est la quantité d'argent que j'ai à l'instant grand T, plus à chaque fois que j'ai un actif, on va le multiplier par son prix. Puis dans le modèle B, on va faire un truc qui est à peu près similaire. On va regarder la quantité d'argent que j'ai, plus la quantité d'argent dont je peux disposer avec les titres que j'ai encore en portefeuille. Puis on va pénaliser les choses, pénaliser l'inventaire, mais on ne va pas le pénaliser avec juste un Q carré, enfin une norme de Q, on va le pénaliser en tenant compte de la métrique associée à la covariance, à la matrice de variance-covariance. Voilà. Donc là, je suis obligé d'être en footnote size parce que sinon ça ne tient plus sur des slides. Mais on a un gros système d'équations de Hamilton-Jacobi-Bellman et on peut faire le même changement de variable à peu de choses près que tout à l'heure, donc x plus la somme le produit scalaire de q et de s, plus θ. Le θ va résoudre un système de DO simplement à la place d'avoir un truc 1D ici, j'ai une forme quadratique, mais le reste, c'est juste les sommes de termes antérieurs. Et puis dans le modèle donc ça c'est ça, pardon, c'est ce que je viens de dire, c'est juste la même chose que tout à l'heure, sauf qu'il y a une forme quadratique ici plutôt que d'avoir juste un carré, et puis ici c'est juste les sommes des différentes fonctions h associées aux différents actifs. Et puis dans le modèle B, je ne sais pas si j'ai mis le modèle B après, ouais, c'est pareil. Le seul truc ici, c'est qu'on a donc toujours un système de DO qui peut se résoudre tranquillement avec un schéma implicite bêta, enfin, ça marche vraiment bien, vite, rapidement, il n'y a aucun problème. Mais on n'a pas les formules fermées comme tout à l'heure. On les a sous une seule condition, c'est qu'il faut que h' en 0, c'est quoi le truc? C'est h' en 0 divisé par delta soit uniforme pour les différents actifs, que ce soit le même pour les différents actifs. En fait, c'est ça qui permet de faire le changement exponentiel. Enfin, sinon, c'est classique. Hein. Sinon, il n'y a pas de... On peut pas... Enfin, le gradient carré laplacien, ça marche que si on a les bons termes qui sont en face. Donc, ça marche que dans un cas. Mais néanmoins, le problème, on sait le résoudre. Et numériquement, il suffit de résoudre ce problème qui n'est pas en 2D, mais qui est en 1 plus 2 fois D dimensions. Il y a le temps plus autant de variables que... 1 plus D, pardon. 1 plus D variables. Le temps plus les D variables, les D dimensions de Q. Pour le modèle A, c'est pareil, et on a la même transformée H0 ici plutôt que H xi. En termes d'interprétation, je ne vais pas rentrer forcément dans des interprétations économiques ici, mais ce que ça dit, c'est pas marqué là, ce que ça dit, c'est le modèle A, on est averse à deux types de risques. On est averse au risque lié au prix qui bouge, et on est averse aussi au risque d'être exécuté ou de ne pas être exécuté, alors que dans le modèle B, on n'est pas averse au deuxième type de risque réellement. C'est une petite différence, mais on va voir dans les applications numériques qu'il n'y a absolument aucune différence, ou quasiment aucune différence, entre les deux types de modèles. Le modèle B, on ne peut pas le récupérer du modèle A asymptotiquement, parce que ça ressemble à des blocs exponentiels.
Alors, je pense... Bon, il faut jouer avec les paramètres, mais c'est pas un cas particulier asymptotique. alors, je vais les remettre dans le cas multi-D. Alors, c'est pas le cas gamma tend vers 0, ça pour sûr, parce qu'il y a le gamma. En revanche, je pense que ça revient, je ne suis pas sûr de moi, mais... Si on fait développement limité, le premier terme, comme Développement limité par rapport à quoi? par rapport à l'exponentielle. Ok. Donc, Ça va faire un truc linéaire, donc ça va sortir, et ensuite il y a un terme de variance. il y a un terme de variance. Et le terme de variance, en fait, je pense qu'on ne garde, c'est exactement ça, mais on ne garde dans la partie variance, c'est exactement ça, hein, mais on ne garde dans la partie variance que les termes qui sont liés au brownien et pas les termes qui sont liés à ce risque-là. Ça revient à ça, en fait. C'est-à-dire, quand tu fais le développement limité, il y a des termes, quand tu... Oui, ça j'ai compris, mais ils sont vraiment là, ceux-là, ils ne peuvent pas être enlevés du problème pour se ramener au modèle B. Je ne suis pas sûr. Mais ça revient vraiment à dire... Quand tu vois toutes les formules fermées, tu te dis que c'est quand même un cas particulier. C'est un cas particulier, mais en fait, ça revient... Enfin, en fait, c'est quand j'ai introduit ma petite variable xi ici, qui est un peu une variable out of nowhere, elle vaut gamma dans le modèle A, elle vaut 0 dans le modèle B. Mais c'est en fait ce xi qui tend de gamma vers 0, c'est ça le passage du modèle A au modèle B. Mais est-ce que à xi intermédiaire entre 0 et gamma, c'est l'équation d'un problème de contrôle stochastique? Je ne sais pas. C'est ça, en fait, là, je pense, le truc. C'est que on a le truc, on a un continuum on a un continuum de système pour θ entre le modèle A et le modèle B. Non, mais xi est égal à gamma dans le modèle A. Oui, et xi vaut 0 dans le modèle B. Mais on peut dire, j'ai une équation de Hamilton-Jacobi. Si on fait gamma vers 0 et qu'on le fait bien avec, en renormalisant, etc. Bah, non, mais... Le truc, c'est que le gamma, il apparaît aussi ici, donc il faudrait renormaliser quelque chose, quoi. Bien sûr, mais c'est pour ça que je parlais de bien jouer. Ouais, bien joué sur le paramètre. Peut-être ça paraît comme une limite avec des scaling, quoi. Alors, donc, on arrive à résoudre complètement le problème dans le cas multi-D. Et puis maintenant, je vais vous présenter des exemples. Alors, les exemples, les chiffres ne sont pas très intéressants là, mais disons, c'est deux indices de crédit. C'est un peu compliqué d'expliquer comment ça marche, les indices de crédit, mais c'est des prix qui peuvent être positifs ou négatifs. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est les seules choses qui sont intéressantes, c'est quand on a fait un raisonnement asymptotique, est-ce que ce raisonnement asymptotique, il est valable en vrai? Donc là, j'ai pris vraiment des vrais chiffres calibrés sur des vraies données provenant de BNP, qui a participé au financement de ces travaux-là, ou en tout cas en partie. Et ça, c'est des secondes. Donc là, j'ai pris 7200, ça fait 2 heures, et je vois qu'en, disons, une demi-heure, 1 heure, j'ai atteint le stade asymptotique sans aucun problème. Donc, 1 heure, c'est vraiment, enfin, sur les problèmes en question qu'il y a ici, c'est tranquille. C'est vraiment, il n'y a absolument aucun problème. Donc, on peut considérer le modèle asymptotique comme le bon modèle. Et puis, en revanche, alors, je l'ai essayé sur plein de marchés. Là, je vous montre un exemple où ça ne marche pas bien. Ça, c'est quand je résous numériquement, donc je fais un schéma implicite avec à chaque pas une méthode de Newton pour trouver la solution des équations pour θ, et puis il n'y a rien de très compliqué là. Et je regarde la valeur de delta divisé par delta, enfin le petit delta divisé par le grand delta, et je me mets des limites à moins 4 et 4. Donc ça, c'est le prix auquel j'achète, le delta auquel j'achète, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, il est croissant, plus j'en ai acheté, plus je vais reculer pour éviter d'en acheter de nouveau. Et ce que prédisaient les formules explicites, c'est que c'était linéaire. En vrai, sur ces cas-là, ce n'est pas linéaire, ça a plus une tête de S, quoi. Mais globalement, enfin, on voit que l'approximation, elle n'est pas non plus totalement ésotérique. Hein, il y a quelque chose derrière. Donc ça, pour l'ASC, donc c'est le graphe symétrique dans l'autre sens, ça donne un truc qui est là. Et ça, c'est le truc intéressant, c'est la différence entre le modèle A et le modèle B. Le modèle A, c'est les croix, et le modèle B, c'est les cercles. Franchement, il n'y a pas une différence gigantesque. Alors, gamma est petit, hein, mais gamma, il vaut 6, 10, moins 5, mais il correspond aux trucs qui sont observés, bien sûr.
Mais donc c'est gamma petit, mais à mon avis, il y a un rescaling à faire, mais bizarre parce que... Ça change pas les stratégies. Ouais, Les deltas, ça va changer. Il faut rescaler la fonction valeur, mais les stratégies vont... probablement. Donc, c'est normal, c'est normal. Dans ce modèle-là. Alors, dans d'autres modèles, par exemple, si on réduit... C'est rassurant sur le numérique, je suis d'accord. Mais dans d'autres cas, il y a un peu plus d'écart, mais fondamentalement, c'est toujours le problème, contrairement à la physique, où on sait ce qu'on minimise. On minimise une énergie, enfin, on minimise un truc, on sait ce qu'on minimise. Là, on a le choix du critère. Et est-ce que le critère A est préférable au critère B? En fait, il n'y a pas de raison de préférer le critère A au critère B. Est-ce qu'on est plus à l'aise avec le critère A ou le critère B? C'est juste... Quelque part, c'est aussi rassurant quand on a un vrai problème concret où on hésite sur des critères, de se dire les deux critères auxquels on avait pensé, qui étaient des critères assez naturels dans notre problème, donnent des résultats à peu près similaires. Bon, pour les valeurs qu'on a prises, il y a des conditionnels toujours dans les trucs financiers, parce que là, en plus, le gamma, on le choisit, quoi. Donc, voilà. Et alors, ça, c'est quoi? C'est la même chose dans l'autre sens. Donc, modèle A et modèle B font à peu près la même chose. Je ne sais pas si je l'ai mis là. Non, mais je ne l'ai pas mis là. Grosso modo, l'approximation linéaire, elle marche d'autant mieux aussi. Je sais, en fonction des paramètres, quand est-ce qu'elle marche, quand est-ce qu'elle ne marche pas. Par exemple, quand sigma est faible, quand la volatilité est faible, ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Quand je prends ça et je divise la vol par 2, ben, ça colle complètement à la droite. Donc il y a des cas où ça marche, il y a des cas où ça ne marche pas. Mais quelque part, moi, c'est aussi, quand j'ai fait ça, je sais que les gens dans ce milieu-là adorent les formules fermées. Donc je suis content d'avoir des formules fermées moi aussi. Je trouve ça sympa. Mais je leur dis attention quand même, parce que les formules fermées, il n'y a pas que ça. Et dans le numérique, il y a des fois où le numérique ne donne pas la même chose que les formules fermées, parce qu'elles sont obtenues par des arguments heuristiques de passage du discret au continu, qui ne sont pas forcément très justifiés. Ça, c'est pour l'autre. Donc, il y avait un indice qui s'appelle IG, un indice qui s'appelle HY. On obtient aussi la convergence. C'est un peu plus long, ça met 1 heure plutôt qu'une demi-heure, 1 heure. Et là, bah, pareil, on a une courbe en S plutôt qu'une courbe en ligne droite. Et le modèle A et le modèle B sont à peu près pareils. Maintenant, ça, c'est quand on regarde les choses indépendamment l'une de l'autre. Et quand on regarde les choses en couple, les deux indices sont très corrélés. Les corrélations entre les browniens, c'est de l'ordre de 90%. Donc, bah, acheter l'actif 1, c'est comme acheter l'actif 2. Donc, si j'ai acheté l'actif 1, je vais être plus prudent pour acheter l'actif 2, je vais essayer de moins l'acheter et je vais potentiellement vouloir vendre de l'actif 2. Donc, on voit que les fonctions delta, elles sont non seulement plus croissantes en la variable qu'on regarde, mais aussi en l'autre variable. Donc, on voit ça croît plus dans un sens que dans l'autre, parce qu'il y a plus d'influence de la variable qui m'intéresse que de l'autre variable, mais on voit que c'est croissant dans les deux dimensions. Ça, c'est pour l'une et ça, c'est pour l'autre. Un truc qui est intéressant aussi, c'est de regarder l'influence de la corrélation, qui est le vrai paramètre d'intérêt, et la raison pour laquelle on a considéré un modèle multi-D. C'est que quand je n'ai pas de corrélation, la variable 2 n'intervient pas. Ça, c'est quoi? C'est donc, je vais regarder sur l'actif 2, je n'ai pas de position, j'ai 0, et je vais regarder quel est le prix que je propose sur l'actif 2 en fonction de ma position sur l'actif 1. Donc ça, c'est ma position sur l'actif 1, et ça, c'est le prix que je propose sur l'actif 2. En tout cas, le delta que je propose sur l'actif 2. Bah, s'il n'y a pas de corrélation, il n'y a aucune raison que le prix bouge en fonction de la valeur de l'inventaire sur l'actif 1. Mais plus la corrélation va monter, donc c'est des ronds, des étoiles, des cercles et des croix, plus ça va monter, plus je vais avoir tendance à être prudent sur l'actif 2 de par ma position sur l'actif 1. Voilà. Merci beaucoup.